En 2021, en décembre plus précisément, nous avions pris rendez-vous pour nous intéresser au legs africain dans notre quotidien en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Pourquoi le legs africain? Parce qu'effectivement, l'idée c'était de voir un petit peu, à travers les peuples premiers, comment on peut trouver matière à trouver des réponses aux enjeux d'aujourd'hui. En 2024, cette fois, nous nous intéressons au legs amérindien, c'est de voir un petit peu, effectivement, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans nos pratiques quotidiennes, que ce soit dans l'architecture, l'aménagement, en quoi, effectivement, on peut se servir de ce legs, de ce savoir-faire, de savoir-être également, pour pouvoir mieux affronter l'avenir. Pour ce faire, nous aurons des intervenants, des tables rondes, un certain nombre d'ateliers, mais également Village Kalinago qui sera proposé le 9 et 10 août prochain, le 9 au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre et le 10 du côté d'Akassavouye à Cap-Esther, Bello. En tant que citoyen, eh bien, on bénéficie d'un héritage très important, donc nous avons laissé les Amérindiens, mais aussi qui s'est enrichi, donc avec les legs divers, donc venus de la période de la colonisation, donc le legs africain, et puis tout ce qui a suivi. Et donc tout ça, ça a fusionné, ça s'est enrichi petit à petit, et puis aujourd'hui, donc, on bénéficie de ce qu'on appelle de savoir-faire vernaculaire qui constitue vraiment un trésor. Et puis de notre côté, c'est l'expérience que j'ai eue au travers du projet Camionnette, où on a quand même patrouillé dans toute la Caraïbe, donc des Grandes Antilles, Cuba, République Dominicaine, tout le bloc des Petites Antilles avec l'OECS. Et donc que ce soit pour l'île de la Dominique, où il y a une cellule amérindienne qui a persisté, qui a survécu, ou alors sur le plateau des Guyanes, où la présence amérindienne et la culture amérindienne sont encore très présentes. Donc on a pu effectivement rencontrer des populations, des agriculteurs notamment, et donc apprécier un peu tout ce qu'ils mettaient en œuvre en termes de pratiques, de bonnes pratiques, à la fois agricoles, d'agro-transformation, le manioc en l'occurrence, et puis aussi tout ce qui est préparation culinaire, donc la manière de préparer faire les repas et tout le reste. Donc ce qui est important pour nous aujourd'hui, puisqu'on est face à des transitions qui sont très importantes, la souveraineté alimentaire est revenue au premier plan des priorités internationales. Le paradigme sur lequel nous nous projetons est celui de la bioéconomie. Alors la bioéconomie, c'est l'économie du vivant, l'économie de la photosynthèse. En gros, on cherche à sortir d'un paradigme, d'un système qui s'appuyait sur la valorisation des ressources géosourcées, on va dire, pour aller vers un autre système où on va valoriser ce qu'on appelle le biosourcé. Nous sommes un 5e hotspot de biodiversité de la planète. Nous avons une biodiversité magnifique, qu'elle soit marine ou terrestre, et il est important pour nous que nous puissions nous approprier des principes de la bioéconomie pour faire système, pour faire économie, pour faire social. On s'appuie d'ailleurs sur les 5 objectifs stratégiques de la bioéconomie formulés par la Commission européenne. Le premier, c'est la souveraineté alimentaire. Le second, c'est la protection de la biodiversité. Le troisième, c'est comment sortir du géosourcé pour aller de plus en plus vers le biosourcé. Le quatrième, c'est l'adaptation au changement climatique. Et le cinquième, c'est créer de l'emploi et susciter des pratiques économiques vertueuses. Le constat qu'on a fait, nous, dans Camionnette, c'est qu'il y a énormément de connaissances sur ce territoire, cette région caribéenne. L'enjeu pour nous, c'est d'abord de chercher à les rassembler, à rassembler cette information-là sur les bonnes pratiques, qu'elles soient amérindiennes, qu'elles soient d'autres natures et autres, qu'elles concernent la production agricole, qu'elles concernent la transformation agricole, qu'elles concernent la consommation, et voir comment on en fait de la connaissance. Alors pour cela, nous avons développé 3 outils. Tout d'abord, un système d'information qui est sorti d'une bibliothèque numérique. Et dans ce système d'information, nous faisons usage de l'intelligence artificielle pour accélérer les procédures. Donc un travail qu'on faisait parfois en 9 mois avec moult personnes, on peut le faire en 1 semaine, 15 jours. À côté de ça, on ne reste pas qu'à l'information. On a développé ce qu'on appelle une plateforme en réseau de Living Lab. Les Living Labs, c'est des laboratoires vivants. Et le principe des laboratoires vivants, c'est de réunir toute une cohorte de protagonistes, on va dire, qui sont rassemblés autour d'enjeux communs. Et dans ces Living Labs, les principaux bénéficiaires sont placés au cœur du processus d'élaboration de l'innovation. C'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire que ce n'est pas des chercheurs qui mettent au point des choses dans leur coin, on le fait de manière participative.
Donc ces réseaux de living lab sont pour nous une évolution très très importante dans la manière de travailler l'innovation avec les principaux acteurs, les principaux bénéficiaires. Et le troisième pour nous qui est aussi très très important, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un observatoire. Il s'appelle OCABA, c'est l'Observatoire caribéen et amazonien de la bioéconomie et des agricultures, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà en gros donc, ce que je peux dire sur le projet Cambionet, ce qu'il a permis de faire. Derrière ça, on a ce qu'on appelle une démarche qui s'appelle PACT, c'est Plan d'action territoriaux. On a une expérience très très intéressante en Guyane, sur la commune de Monsignéry-Tonné-Grande. Donc on a un maire qui est déjà très engagé dans la bioéconomie. Il veut faire de Monsignéry-Tonné-Grande la première ville verte d'Amazonie. Donc il y a déjà une vision, une volonté. Donc nous avons encadré 2 stages très très importants et que je voudrais faire mieux partager aujourd'hui. C'est un déjà sur l'état des lieux des ressources, des bioressources, des ressources biologiques présentes sur le territoire. Et puis ce qu'on a recherché, c'est des facteurs de différenciation. En quoi Monsignéry-Tonné-Grande, qui est une commune de Guyane, peut se différencier des autres communes pour ne pas faire la même chose. Ils ont développé par exemple la culture du Wassail, c'est un palmier, avec bien sûr une usine de haute technologie, de transformation et tout le reste, ce qui n'existe pas ailleurs. Donc c'est un point très important. Je vois par exemple, nous sommes sur un haut lieu de la Guadeloupe, la pointe de la Grande Vigie, avec des efforts considérables qui ont été développés par le Parc national de Guadeloupe notamment pour mettre en valeur ces pépites environnementales. Dans cet esprit justement de parc, avec les territoires, toutes les communes qui viennent adhérer donc au projet de parc, comment pouvoir les positionner sur le chemin de la transition de la bioéconomie régénératrice. Parce qu'on peut faire de la bioéconomie destructrice aussi. Non, on veut régénérer. Donc ça c'est un point très très important. Et je finirai sur une note qui est pour moi aussi à mon avis essentielle. On arrive à un carrefour, donc un tournant on va dire, de notre histoire où il faut aussi commencer à prendre les devants. Avant, donc, quand on parlait de géopolitique et tout le reste, les hauts lieux d'attraction, c'était les lieux qui possédaient des ressources minières, le pétrole, des minerais et tout le reste. Aujourd'hui, on parle de géopolitique de la connaissance. Mais pour moi, il faudrait former donc, des promotions de jeunes antillais, caribéens, on va dire, sur la thématique de la bioéconomie régénératrice. Et donc, au bout de 3-4 générations, on aurait des jeunes qui se déploieraient à la fois en Guadeloupe, mais aussi dans toute la Caraïbe, qui pourraient se parler entre eux par rapport à de grands projets qui pourraient prendre forme, mais avec les inflexions qu'il faudrait produire pour qu'on soit en bioéconomie régénératrice. Dernière petite note, c'est-à-dire que quand on parle d'art, de legs amérindiens, de legs métis, l'aboutissement, la sortie, c'est donc la gastronomie. Et c'est quelque chose de très très important. Je voulais souligner à ce titre donc, une action qui est entreprise là, dans le cadre de Interrexis. Donc ça s'appelle De sel et piment. Voilà, donc c'est porté par un cinéaste, M. Guy Deslauriers, Patrick Chamoiseau, l'écrivain, qui est aussi quelqu'un de très très actif dans cette démarche-là. Et l'idée, c'est de faire reconnaître au niveau du patrimoine mondial, donc vers l'UNESCO, donc la gastronomie caribéenne, à la fois dans ses fondements, mais dans toute sa diversité. Et là, c'est quelque chose d'essentiel aussi, parce que là, ce qu'on consomme, c'est ça qui nous forge, c'est ça qui rend une population solide, c'est ça qui peut nous donner la santé. Donc il y a des enjeux qui sont énormes. Notre héritage Kalinago est très vivant en Guadeloupe, surtout, comme je te dis, aujourd'hui on est sur un lieu en Capesterre, la cassavri. La cassave, le manioc, c'est origine des Amérindiens. Et comme je dis toujours, je suis fière, il y a toujours les Guadeloupéens qui pratiquent notre repas, qui fait notre repas traditionnel,
qui est le cassave. Quand tu bois un jus de goyave, c'est les Amérindiens qui amènent le goyave. Le maracuja, l'ananas, quand on boit les jus comme ça, c'est frais, les fruits sont délicieux. C'est les Amérindiens qui amènent les fruits. Quand tu manges dans un cuit, le calebasse, c'est les cuits qu'on utilisait avant comme assiette. Tu vois, et toujours, on peut dire, parmi nous ici en Guadeloupe, cette tradition existe et c'est très vif. J'ai vécu quelques années à la Dominique. Mes parents sont toujours à la Dominique. Alors, je peux dire, par rapport aux bâtiments, je vois les bâtiments qui... la maison de ma grand-mère, par exemple, qui est toujours sur place, sur pied, qui est toujours là. Et il y a les maisons qui sont construites peut-être 2-3 ans. Et avec le cyclone, ils sont tous détruits. Je dis, mais vraiment, c'est le technique. C'est le technique de construire, les architectes, les Amérindiens, je peux dire, qui ne pratiquent plus. Et à cause de ça, il y a beaucoup de dégâts après les cyclones. Il y a plus que 300 Kalinago en Guadeloupe, mais on n'a pas assez d'espace, on n'a pas encore un espace pour bien pratiquer notre culture et tradition. Alors, un de nos projets, c'est pour mettre en place vraiment un village Kalinago en Guadeloupe. On cherche encore un lieu qui nous plaît, un lieu qui est pas loin des rivières, pas loin de la mer, parce que notre ancêtre, c'est les endroits comme ça, ils vivent, pour vraiment pratiquer notre culture et tradition, les Amérindiens en Guadeloupe. Cet héritage est donc local, mais aussi régional, voire international, et il est un outil pour nous permettre d'être pleinement intégrés dans ce bassin caribéen. Caraïbes Horizon, en tant que réseau régional multi-acteurs, vise à accompagner les acteurs de coopération et solidarité internationale en leur mettant à disposition les différents outils qui permettent de financer leurs projets de coopération, de leur permettre de monter en compétences à travers l'organisation d'ateliers de formation et d'information aux dispositifs permettant d'accompagner les projets de coopération, en mettant en avant les actions de coopération de ses membres et de ses partenaires sur ces différents supports de communication, mais aussi en répertoriant les actions de coopération et de solidarité internationale réalisées sur nos territoires, en les mettant en avant sur l'ensemble de nos supports de communication.